Chapitre 5. L'épave. La mer s'étendait comme le ciel. Chacun se chamaillait l'horizon. Souvent le ciel se faisait feu pour impressionner de sa puissance et la mer, l'imitant, se couchait comme une huile pour que chaque étoile puisse se contempler dans ses eaux. Ces deux êtres jouaient tous les soirs et j'adorais traîner aux répétitions. Je venais d'atteindre la plage au 4e jour. J'avais dormi dans le sable, sans boire ni manger. Cela ne m'affectait plus. Je semblais ne pas avoir besoin de toutes les bonnes choses de la vie qui nous remplissent l'estomac. En fait, cela ne m'intéressait plus. Je cherchais uniquement à voir la mer. Maintenant que c'était chose faite, je me sentais bien. J'avais la sensation de revenir sur les lieux de mon enfance, de ma naissance. Ce sel m'inspirait la vie de mes origines aquatiques. Je voyais les profondes fumerolles des volcans faire bouillir la soupe énergétique qui m'avait couvé. Je sentais le mouvement des marées qui, sous l'effet de la lune, m'avait animé. Je respirais cette poussière d'univers déposée sur la terre et irradiée des rayons qui m'avaient réchauffé. Je divaguais donc en rêvant à l'incroyable puissance de la vie, en toutes ces choses, lieux et époques que ma grand-mère appelait Dieu. Combien de mots pour nommer l'absolu y avait-il ? Combien d'histoires, combien de vérités. Je n'en ai jamais eu aucune idée, mais j'ai toujours gardé cette certitude. Cela aimait la mer. Au loin sur la plage, l'eau avait jeté une épave de bateau de pêcheurs. Elle était petite et la coque avait été coupée en deux par la force des vagues. C'est très fort une vague. Je le sais car j'ai failli mourir noyé un jour à cause de plusieurs d'entre elles. Depuis, je les regarde et les respecte, tout en gardant l'envie fougueuse de les dompter. Je m'approchais de cette jolie sculpture de bois poli, avec l'idée de m'en emparer et de la gravir. J'avais toujours l'envie stupide de dominer les choses. Cela me faisait me sentir supérieur. Mais à chaque fois que je regardais les photos de mes actes héroïques, je finissais par me sentir idiot. Un idiot assis sur quelque chose de plus grand, vieux et intemporel que lui, mais qui voulait quand même le soumettre et le prendre de haut. Plus on est faible, plus on ressent le besoin de s'imposer et démontrer sa puissance. Les personnes fortes sont humbles, elles n'ont rien à prouver, elles se connaissent et maîtrisent leurs limites, car elles ont déjà découvert les bienfaits de l'échec. Une silhouette voûtée se tenait debout devant l'épave. En m'approchant, je découvris un vieil homme barbu auquel il manquait une jambe. Le vieillard semblait gratter une voile de mât qui avait été découpée et recousue grossièrement pour dissimuler l'entrée de la coque fendue, comme le ferait le rideau d'une fenêtre. Sans même se retourner, il m'interpella. « Hola, matelot, aurais-tu des forces à me prêter ? » ?»« Je peux porter des choses, que demandez-vous ? » ?»« Ne me vous vois pas, tu me fais me sentir vieux. »« Mais, monsieur, pardonnez-moi, mais vous êtes vieux. Vous avez la panoplie du pirate que l'on croise dans les histoires. »« C'est bon, ça va, gamin. Je suis effectivement vieux, mais tu pourrais faire preuve de gentillesse pour me dissimuler un peu tout ceci. Il vaut mieux entendre les choses pour soi-même. Cela force à l'humilité et à la raison. Méfier de tes certitudes, alors. Aucun proverbe ne s'accorde à toutes les situations. Les gens intelligents adaptent leur savoir. Oui, je sais, je suis intelligent, même beaucoup pour mon âge. Le seul fait de l'évoquer démontre le contraire. Tu viens de te faire passer pour un arrogant et prétentieux alors que tu ne l'es peut-être pas. Tu ne connais rien, petit. Je soupirai, les yeux au ciel. Je croisai les bras et repris. Que puis-je pour toi ? Je veux que tu m'emmènes. J'ai besoin de vivre encore des aventures et cette foutue porte refuse de me laisser passer. Un gars comme toi me ferait une bonne clé. Laisse-moi t'agripper et passons ensemble cette satanée voile. Ta jeunesse nous fera remonter le temps. Je ne sais pas, tu m'as l'air très abîmé pour vivre une nouvelle histoire. Le vieil homme s'appuya contre les planches en bois. Il passa son crochet dans sa barbe pour se gratter la gorge. J'aperçus le médaillon d'or qui pendait de son cou, large comme un disque solaire. De la clavicule à la poitrine, une cicatrice mal recousue découpait en diagonale les rides du vieillard. Il se racla la gorge en semblant déplacer une énorme boule de glaire.
Puis il me fixa et relança d'un ton calme et grave. « Abîmé, oui, c'est vrai. Mais écoute-moi un peu ça, l'ami. Pose ton séant et regarde. Mon œil a brûlé d'avoir vu les plus belles femmes du monde danser dans les fumées d'opium. Chaque pore m'a ouvert le désir de l'ardeur de 1000 amants. Ma pauvre main fut tranchée pour avoir pesé la plus grosse émeraude du monde, arrachée du ventre de la terre, puis volée aux soldats d'un roi qui la conserve aujourd'hui enfermée dans le noir. Ma jambe nécrosée a foulé des terres de chaque continent. Elle a parcouru des sols de lave comme de glace, allant finalement pourrir dans la traversée d'une mangrove inexplorée. Mon nez a respiré les plats de la cuisine des hauts plateaux du Tibet, dont seuls les moines conservent les secrets. Ma langue a léché le jus des mangues de l'Amazonie. Mes papilles ont goûté la chair de la perche du Nil, et mon dos a reçu les caresses des sources chaudes du Japon. Plus le capitaine se pavanait, plus je sentais l'ivresse m'envahir. Son récit me faisait l'effet du vieux rhum arrangé qui infiltrait mes veines. Lentement, je devenais groggy et subjugué par le récit coloré de cet ancien voyageur. Sans m'en rendre compte, mes doigts se mirent à caresser le cuir de mon sac, et la salive s'accumula dans ma bouche. Tous mes sens semblaient s'activer et demandaient à être satisfaits. Le sortilège opérait. Je me levai et le suppliai de m'amener voir ces merveilles du bout du monde. Il se noua un bandeau dans les cheveux, sortit un petit flacon de la poche intérieure de son gilet et sniffa 2 grandes inspirations du baume noir, dont l'odeur acheva de me saouler entièrement. Je posai ma main sur son épaule. Il tira le rideau de fortune et pénétra dans la cale du bateau. Chapitre 6. La chasse. La mer était joueuse ce jour-là. Un léger vent d'ouest faisait voler l'écume sur la pointe des vagues qui se remettaient d'une nuit houleuse. L'intérieur de la cale était très vaste, mais rempli de barils, de cordes, de caisses contenant les réserves d'un long voyage en mer. Sur la droite, des hamacs vides étaient suspendus et se balançaient dans le désordre. Un large escalier de bois menait sur le pont, d'où l'on entendait les cris des marins qui s'affairaient aux manœuvres. Le capitaine grimpa les marches avec la vigueur d'un jeune homme et se retourna en s'écriant « Viens vite, tu vas manquer la chasse de ta vie !» Son visage était épanoui. Les rides avaient diminué et sa silhouette semblait plus robuste. Mon crâne, au contraire, avait rapetissé et n'arrivait plus à contenir ma cervelle. Chaque afflux sanguin poussait avec force sous mes tempes et ma vision n'arrivait pas à se stabiliser. Un second appel du capitaine me tira de mon état nauséeux et me convint de monter sur le pont. Le puissant navire voguait de toute sa masse. Il fendait la mer tiré par ses voiles blanches démesurées qui faisaient craquer tous les points de fixation du bateau. Une trentaine d'hommes d'âge variés couraient comme des chiens fous pour venir activer le jeu de poulies qui permettait à 3 embarcations de petite taille de descendre au niveau de l'eau. Le capitaine repoussa 2 matelots sur le point d'embarquer, puis sauta dans l'une d'elles. Je le suivis sans réfléchir, sous une volée d'injures maritimes. L'excitation de l'équipage me faisait monter l'adrénaline. La barque suspendue en l'air marquait de grands à-coups en descendant à l'eau. À présent, j'étais assis à l'arrière de cette coque de bois, entouré d'hommes torse nus et surexcités qui suaient sous le soleil. Ils jouaient de leurs muscles secs et vigoureux pour tirer les rames de cette petite embarcation. La vitesse me surprit et une bourrasque salée me plaqua contre les planches. À mes pieds se trouvaient plusieurs longues perches dont la pointe était clouée d'une pique métallique affûtée. Le capitaine se saisit de l'une d'elles et se plaça à la proue. Il vociféra des ordres contradictoires dont certains mots finissaient en beuglements incompréhensibles. Ce faisant, il tentait de nouer une corde graissée qui était enroulée à ses pieds à l'autre extrémité de la pique, munie d'un anneau de fer. C'est alors que je la vis. Telle une colline sombre, la baleine arrondissait son dos titanesque. Elle devait être à 10 mètres de nous et souffla. L'odeur marine de l'animal me fit prendre conscience de sa masse. J'étais debout,
tétanisé par ce dieu aquatique, une puissance minime au regard de l'immensité de cette eau bleue, mais une puissance de vie incomparable à celle de l'humanité, si imposante et si paisible, un être de raison et d'humilité, un voyageur des hauts fonds, qui parcourait le monde et côtoyait la lumière et l'obscurité totale. Il me paraissait évident qu'elle devait posséder le savoir de plus de secrets sur notre terre que l'ensemble de l'humanité. Elle était la mémoire de notre temps, la vision pacifique dont l'homme pouvait s'inspirer. « Harponnez !» hurla le capitaine. La pique fendit la chair et pénétra très profondément. Le bleu devint rouge. Les cordes volèrent. On entendit un grand fracas d'eau et de bois brisés. La lutte fut insupportable. Les barques s'approchèrent et se heurtèrent. Les lances barbelées fusaient, et tel un taureau face à ses matadors, l'animal majestueux finit par sentir ses forces l'abandonner. 1 heure après le début de la chasse, son cadavre ensanglanté flottait sur le flanc. Il fut attaché aux embarcations, puis le navire les rejoignit. La découpe commença. Ils firent du savon, de l'huile, des baumes et de la viande. Ils prospérèrent un peu plus et ce bénéfice leur apporta le soulagement de quelques mois de sérénité dans leur chaumière, ainsi que la fascination des enfants pour cette vie d'aventure. Nous étions les enfants de l'eau salée. Nous en sommes devenus les invités. Mais nous n'honorons pas toujours notre hôte. Avait-il le choix? Sans doute pas. La misère conduit à toutes les cruautés. Pour autant, je ne pouvais m'empêcher de les juger. J'imaginais les 100 petites épreuves qu'ils auraient pu affronter plus tôt pour éviter ce sacrifice. Facile à dire, oui, mais la faim. La faim m'était alors complètement inconnue. À leurs yeux, j'étais ce gosse de riche qui chipote, pour qui tout est rempli de bons sentiments aveugles. La réalité était là, une boucherie au grand air. De juge, je devins accusé. Je m'étais dégonflé. J'avais vomi du mal de mer et 2 gaillards m'avaient remonté sur le pont en se moquant de ma sensiblerie. Une fois sur le navire, je partis m'allonger dans un hamac de la cale qui sentait fortement le sel et la sueur. Dans la nuit, le capitaine vint m'amener un bol de soupe qui me réchauffa et me permit de me lever. L'odeur de la graisse grillée me fit oublier mon mal de mer et je termina goulûment le plat. Je fis mine à moi-même de ne pas savoir ce que contenait le bouillon revigorant, et restai la nuit à écouter les exploits du capitaine les plus invraisemblables. Il n'avait pas pu vivre autant de choses, ou alors au détriment d'une vie de famille. Effectivement, il était seul, sans amis véritables, sans enfants qui s'inquiètent. Son monologue rendait compte de hauts faits d'armes, de chasse, de poursuites. Il m'expliqua ce qu'était un homme. Pourtant, dans ses yeux apparaissait le regret, et l'évocation d'une maison sur la côte où vivait un fils, peut-être 2, me fit l'interroger. « Vous n'avez pas de famille ?» Il gratta sa barbe grise et se racla la gorge en toussant du sel, puis conclut simplement par cette phrase. « Parfois, j'aurais dû plus longtemps rester au port. » Il se leva et s'allongea dans le hamac d'à côté. Je voyais son expression d'homme perdu, dont les traits du visage semblaient se figer un peu plus à chaque vacillement de la flamme de la bougie. Il regardait ses mains qui conservaient la couleur pourpre du sang du mammifère. La fatigue s'abattit sur lui, et le visage du capitaine devenait maintenant celui d'un vieillard. Il tourna la tête vers moi et me souffla. « Prends soin de ceux qui te sont chers. Visite-les, invite-les. De toutes ces fantaisies, je ne retiens que les moments d'amour. Et je les ai gâchés. » Je sortis de l'épave au matin. J'étais toujours malade. Je n'avais pas pu être ce marin intrépide qui me faisait fantasmer. Pas assez froid, pas assez fort dedans. J'étais en colère contre moi d'avoir échoué là où d'autres réussissaient et débordaient de virilité. Mes muscles n'avaient plus de prise. J'étais un enfant stérile pour les miens. Je compris très tard à quel point je pouvais être fort.
que la force de dire non est infinie. Elle permet la guérison, le bien-être, et surtout, elle ouvre une porte qui demeure ouverte pour les autres, y compris les plus récalcitrants. C'est une idée qui pousse et qui grandit, qui se construit comme un pont pour finir par se reposer sur une nouvelle rive. Le non peut changer le monde. Ce n'était pas mon chemin. Comme les parents ou les oncles qui façonnent le fantasme des enfants, je me sentais perdu dans un tuyau qui conduisait dans le bassin d'un autre. Le capitaine m'avait imposé ses rêves. De ce navire, rien ne m'a paru doux. Tout était filandreux, et cette aventure extraordinaire ne me conféra aucune sensation agréable. J'appris cependant à tracer pour moi-même une limite. Les rêves qui ne nous appartiennent pas n'ont pas d'écho, et leurs chants vont mourir dans les recoins de notre corps en manque de vérité personnelle. Pourquoi ceux qui nous aiment tentent toujours de nous attirer dans leur certitude? Cela les rassure. Ils pensent faire le bien pour nous. En réalité, le plus grand des présents réside dans la liberté de choisir et la confiance. Chapitre 7. La mouette. Je longeais la mer sur une centaine de kilomètres. Les nuits se succédèrent tranquillement. Chaque soir, je remontais sur la dune de sable qui devenait de plus en plus végétalisée au fur et à mesure que je descendais vers le sud. Cette jolie terrasse naturelle m'offrait un point de vue unique au crépuscule. On prend vite l'habitude de vivre au rythme du soleil. Il demeure la seule horloge en laquelle j'ai confiance. Rapidement, j'ai compris qu'une seconde pendule géante allait orchestrer mes journées. En effet, la marée m'offrait de quoi me nourrir. Je devins un acceptable ramasseur d'huîtres. Les eaux montantes savaient également raviver la mémoire. Parfois, elles déposaient une toile de plastique. Je m'imaginais alors de quel genre d'embarcation il pouvait s'agir. Il est difficile de réaliser ce que l'on n'a jamais observé de ses yeux. Certains après-midi, je flânais dans les bassins naturels dessinés par les courants. L'eau y était plus chaude et les vagues plus douces. Je réfléchissais à ma situation. J'étais pour le moins perdu. Mes seuls points de repère étaient le soleil et la mer. La nuit, je regardais le ciel et sa voie lactée qui traversait l'espace comme un pont scintillant. Je ne savais pas lire les étoiles. De plus, les quelques constellations que je retrouvais semblaient changer totalement de direction. Un soir, je reconnus Cassiopée, mais jamais je ne la revis. On eût dit que la Terre ne tournait plus sur son axe, mais qu'elle se mouvait chaque nuit dans un sens différent. Il y aurait dû y avoir des nuits très courtes alors, et des levées de soleil au nord et au sud. Pourtant, la rotation saccadée et aléatoire de ma planète finissait toujours par retrouver sa route logique, et l'aube jaillissait à l'endroit escompté. J'en déduis que, comme moi, la Terre rêvait la nuit, et que son inconscient déformait la réalité et lui faisait revivre des moments antérieurs ou parallèles. À son réveil, tout reprenait sens, puis elle roulait de nouveau sous la protection solaire. Je me demandais aussi si je retournerais un jour dans ma chambre. Il faudrait rendre la polaire, reprendre le collège, passer le brevet, m'entraîner au stade, puis avancer encore et encore dans ma petite grande vie. J'étais à la fois excité, curieux et fatigué de devoir affronter les épreuves de notre temps. Y trouverais-je de la place pour l'évasion? Tout ne serait-il que défi et lutte? L'amour deviendrait-il réel ou imaginaire? Je savais qu'une partie de l'humanité vivait une existence heureuse. Mais pour les autres, comment faire si je devenais ces autres? Je faisais la planche dans mon immense baignoire d'eau salée, lorsqu'une mouette amicale vint se poser sur mon tibia. Elle enfouit son bec jaune sous son aile pour se gratter un long moment et arracha une plume qui devait la gêner. Je restais immobile pour la contempler. La nature offre aussi un spectacle burlesque parfois. Je décalai légèrement la jambe et l'oiseau glissa en arrière en se mouillant les plumes de la queue. Cela me fit sourire. Il battit fort des ailes pour décoller dans un cri de mécontentement dont seules les mouettes ont le secret. En me surplombant, l'oiseau dessina un demi-tour gracieux et me déchargea une fiente qui atterrit sur mon poignet. J'explosai de rire en me disant que je l'avais bien cherché.
Je regardais autour en reprenant ma brasse. Personne ne se moquait de moi. Mon rire disparut, et je ressentis pour la première fois la solitude. De retour sur le sable, je courus pour me sécher. L'air était toujours doux et chaud. Les embruns marins me donnaient l'envie de prendre de grandes inspirations. Le sel me grattait la tête et mes cheveux devenaient une masse compacte. Mon dos commençait à brunir sérieusement et je pelais de grandes mues de serpents. Chapitre 8. La nacre. De temps à autre, je découvrais, ou plutôt devrais-je dire elle découvrait, un coquillage remarquable qui méritait que je l'enfouisse dans mon sac. Le soir, je le contemplais comme un joyau. Il devenait mon trésor. Le lendemain, j'aperçus à la limite de l'eau une forme blanche exceptionnelle. Ses pointes courbées et lisses renvoyaient la lumière comme un cristal sous le soleil. Je le pris et remis l'ancien coquillage à la vase. Il s'était terni et jauni. À midi, l'eau descendante m'offrait un fabuleux couteau. Ses 2 lames parallèles étaient dressées dans le sable mou. En les retirant de la grève, j'eus la sensation d'extraire l'épée du rocher. Je brandis la paire de sabres nacrés et je la conservai dans ma sacoche. Hélas, je n'avais plus de place pour l'ancien coquillage. Je le portais donc à la main. Au bout d'un moment, il devenait pesant et je décidai de l'abandonner. Ce petit jeu devait se dérouler une quinzaine de fois avant que je comprenne la bizarrerie de mon comportement. Aucune coquille n'était assez belle à mes yeux pour que je décide de la conserver définitivement. La nouveauté et l'excitation de chaque rencontre me renvoyaient au point de départ et même je me prenais à regretter mes choix et à revenir en arrière. Bien entendu, la mer l'avait récupérée ou bien les oiseaux s'en étaient saisis. Qu'il est difficile de choisir, pensais-je, et plus encore d'assumer ses choix. Je finis par croire qu'il serait préférable de ne pas emporter de coquillage. Ou bien faudrait-il que nous ayons une histoire commune, une rencontre particulière, sans le chercher, que le destin me le présente, qu'il s'offre à moi et non que je le capture. Tant de soucis pour un coquillage. Pourquoi cela ne peut-il pas être simple? À la fin de la journée, mes yeux fatiguaient d'avoir capté autant de reflets de facettes colorées. Mon iris me piquait. Il était séché par le vent. Mon esprit ne voulut pas considérer au premier regard le titanesque trésor que la mer avait finalement découvert. À quelques enjambées de moi se dressait un véritable palais de nacre. Une gigantesque coquille de la taille d'un baleineau me laissa bouche bée. Ses rondeurs laissaient glisser les derniers rayons vert orangé du soleil couchant. C'en était trop. Mon désir saturé venait de prendre le chemin de l'absurde. Je m'arrêtai pour me frotter les yeux. Je soupirai, puis fis passer la sangle de mon sac au-dessus de ma tête. Une telle énormité ne rentrera jamais là-dedans, me susurrai-je à moi-même. Je sortis un par un les objets et les observai. Le crin de girafe est un présent. Il me rappelle de beaux souvenirs. La date séchée est une graine. Elle pourra grandir ailleurs. Et cela, qu'est-ce donc? Une petite fiole bleutée avec son bouchon de liège, entourée d'un carré de tissu, traînait dans le fond de la sacoche. Je compris à la lourde texture du liquide qu'il contenait un peu d'huile de graisse de baleine. Sans doute le capitaine m'avait-il glissé ce drôle de souvenir lors de mon sommeil. Pour finir, il restait un coquillage quelconque, 15 fois échangé contre d'autres plus ordinaires. C'est idiot, me dis-je. À force de vouloir posséder les plus belles choses, j'en perds le goût. Je veux toujours plus. Je les veux toutes. À quoi bon? Je ne devrais conserver et chérir que ce que je peux porter dans mon sac, comme un petit cœur, dans lequel je conserve une place pour ceux que j'aime. Je remis à l'eau la nacre. Un coup d'œil vers le large m'apprit qu'aucune conque géante ne s'enlisait dans les parages. Mon imagination me jouait des tours, ou bien mon absurde désir m'avait embrouillé l'esprit. Il était clair qu'un coquillage de cette dimension ne m'aurait apporté que des tourments.
j'aurais sans doute voulu pénétrer à l'intérieur. Puis, le temps d'escalader vers le fond de la spirale, la marée aurait envahi la bouche. J'aurais alors tenté de glisser plus profondément pour ne pas finir noyé. Le fil de l'eau aurait transformé les parois de nacre en un tube de toboggan géant. J'aurais ensuite dévalé ces virages à toute vitesse avant de manquer d'être projeté par une immense cascade qui se jetterait dans une mer intérieure. Chacun connaît cette histoire. Lorsqu'on pose son oreille à l'intérieur des coques, on entend chanter la mer. C'est normal, ceux-ci sont âgés de centaines d'années. Durant tout ce temps, l'eau salée s'est accumulée au centre. Elle a fini par former un océan unique qui vit en chacun d'eux. J'aurais pu errer des années dans cet infini monde aquatique avant d'en trouver la sortie. Je continuais ma route, seul, comme beaucoup de gens finissent par le faire, avec un peu de tristesse, mais l'espoir de découvrir un jour mon coquillage. Chapitre 9. Le baron repenti. Cela faisait 27 jours que je vivais sur la grève en descendant au sud. Les dunes avaient laissé place aux collines d'herbes sèches, puis hautes. Les plantes devenaient plus grasses, et un jour, une forêt de pins et de chênes avait colonisé la lande. Je quittais la mer pour rejoindre les hauteurs d'une falaise aux reflets ocre. En fin de journée, la pierre s'était de nouveau rabattue au niveau de l'eau. Je surplombais une vallée magnifique dont la rivière se changeait en un charmant petit estuaire. De chaque côté des rives, tels de petits champignons rouges et blancs, des maisons de bois peintes étaient sorties de terre. Je me tenais sur le plateau où seules les herbes vertes dansaient. Un sentier de pierre pavée serpentait jusqu'au bas du village et des voix d'enfants résonnaient dans la vallée. Dominant la mer, une imposante pierre polie avait été érigée. Je m'approchais pour lire les inscriptions gravées dans la roche. À la mémoire de ceux qui bâtirent et enrichirent cette terre, esclaves et descendants, la patrie reconnaissante n'oublie pas. Je rejoignis le sentier et débarqua sur la place du village. Un groupe de marmots vinrent en courant à ma rencontre. « Monsieur, monsieur, t'es un voyageur des mers ?» demanda la tête blonde. « On dit un marin, » reprit la tignasse rousse. « Vous avez pas d'argent pour des vêtements ?» rigola le premier. Je bombais le torse et répondis d'une voix assurée. « Non, j'arrive de là-haut. Je longeais la côte. Je viens de très loin. Là-bas il faisait chaud, alors je ne portais pas de haut. » Les enfants me bombardèrent de questions loufoques et rigolotes, auxquelles je prenais plaisir à répondre par une suffisante décontraction. « Qui est-ce » gronda une voix grave et rocailleuse qui provenait de la ruelle. Les gamins s'élancèrent à sa rencontre. « C'est un héros qui vient de super loin, il a même déjà vu une baleine, pour de vrai !» Je me sentis ridicule devant le regard soupçonneux de mon nouvel interlocuteur, bien plus expérimenté que moi. « Bonjour, monsieur » saluai-je d'une voix naturelle. « C'est vrai que j'ai beaucoup marché, et je cherche un endroit où passer la nuit. Hélas, je n'ai rien à offrir. Ou alors si, je possède une fiole d'huile de baleine. C'est pour les lampes, m'a-t-on dit. » L'homme élégant me dévisagea avec insistance. Il avait un haut de forme noir parfaitement ajusté et une longue canne de bois ornée de pièces d'argent. 2 yeux bleus pétillants venaient relever une barbichette grise impeccablement taillée. « Les héros ont bien changé, s'amusa-t-il. Je serais curieux d'entendre les exploits de celui-ci. Jeune homme, veuillez accepter mon invitation à souper. Ma cuisinière massacre parfois les îles flottantes, mais ce soir elle a prévu de la tarte aux cerises. » Il tourna les talons et prit le chemin du haut de la falaise qui conduisait à un somptueux manoir. Je fis un clin d'œil aux 2 bambins qui m'avaient écouté pavoiser. L'un d'eux renifla sa morve qui coulait jusqu'à ses lèvres et me répondit d'un petit signe de la main. Je suivais ce beau monsieur le long du sentier borné de cerisiers, dont les fruits semblaient être une invitation au péché. « On ne peut rater un plat avec de si bons produits, » reprit l'homme. « Comment dois-je vous appeler, monsieur ?»« Eh bien, les gens du village m'appellent monsieur le baron, mais pour un héros, simplifions les titres. Je me nomme Findesald Holmsnvoid. »« Bien, monsieur le baron. Quant à moi, je suis...
Mais qui étais-je déjà? J'allais passer pour un fou. Je suis un voyageur. Findesalt Holmsvoid se retourna d'un air circonspect. Entendu, jeune homme. Bienvenue chez nous dans notre petite ville de Home. Le souper fut très agréable. La tarte un peu trop cuite, mais les cerises succulentes. Le domaine du baron me fascinait. Les vitres étaient immenses, les toilettes entièrement décorées, et les marbres rutilants. Le vieil homme vivait seul avec son fils d'une trentaine d'années, et sa cuisinière discutable. Nous passâmes au salon, où ronronnait un feu de cheminée, et je présentai à mes hôtes le contenu exotique de mon sac, tout en racontant mon histoire. Herr Humfold, le fils, m'interrogea beaucoup. Il semblait bouillonner lui aussi de vivre des aventures et se plaignait du calme routinier du village. Le baron m'écouta avec attention, puis conclut. « Jeune homme, vous m'avez tout l'air d'être à la recherche de vous-même, en quête de réponses sur des sujets dont il est impossible de justifier des arguments clairs et précis. Voyez-vous, la vie est remplie de péripéties, juste ou non. Vous pouvez chercher une ligne de conduite idéale, mais vous serez toujours le vilain d'un autre, l'idiot de celui-ci ou l'ennemi du troisième. Les hommes sont ainsi faits que leur langue les conduira toujours au désastre, malgré la bonté de leurs actes. Nous parlons trop, tout le temps, et de manière imprécise. De plus, les récepteurs eux-mêmes n'entendent que ce qu'ils sont disposés à entendre. Ne cherchez pas à vous comporter en héros. Non, j'essaye juste d'avancer, c'est tout. Ne tirez pas des théories de chaque situation. Mais non, j'observe et essaie de comprendre, et ne vous mettez pas dans des situations incommodantes pour l'expérience de les vivre. Je me tus et croisa le regard de son fils, qui me lançait un clin d'œil signifiant que son père adorait s'écouter parler. Lui-même avait beaucoup voyagé dans sa lointaine jeunesse. Il m'expliqua qu'il avait été marin autrefois et qu'il avait suivi des expéditions qui faisaient commerce de plusieurs centaines d'esclaves. Lorsqu'il se maria avec sa femme, dont le prénom m'échappe, il fit prospérer le petit village de Home grâce à un comptoir marchand spécialisé dans les bois précieux. Plusieurs esclaves vivaient alors ici, et l'épanouissement économique du bourg facilita une forme de laisser-aller dans le code de l'esclavage. Des enfants devinrent amis. Certains allèrent à l'école. L'institutrice et le professeur de musique favorisèrent les échanges, puis des couples naquirent et donnèrent naissance à des enfants métissés, libres. Cette histoire finit bien, dis-je. Helm Hunfoyd baissa les yeux et tortilla une bouclette de ses cheveux bruns. Il y eut des épreuves tristes pour en arriver là. Aujourd'hui, notre village est en paix, mais il a fallu réparer les torts et apprendre à regarder en avant. Le vieux baron s'assit sur son long divan de cuir. Il attrapa un verre de cristal sur la petite commode, puis son fils lui servit une liqueur dans laquelle il ajouta quelques gouttes d'essence de chanvre. Sa bouche se tortilla et ses sourcils broussailleux assombrirent son regard. D'un ton grave, il prit la parole. Il y a une trentaine d'années, une maladie des terres vint frapper le village. Cet été-là, j'étais en voyage dans les îles du Nord pour affaires. Ma femme resta confinée avec mon fils d'1 an dans notre demeure. Il se trouva que les bovins transportaient la maladie dans leur chair, et la plupart des hommes et femmes riches du village périrent de violents excès de fièvre. Notre population agricole et ouvrière n'avait que peu d'accès aux viandes rouges, à cause de leur prix élevé. Ainsi, les villageois pauvres restèrent en bonne santé et prirent en main le village pour endiguer l'épidémie. Le baron se racla la gorge. Ses yeux bleus pétillants s'embuèrent. Il reposa son verre et sa main vint caresser son cœur. Ma femme partit en 3 jours. Nos serviteurs recueillirent mon fils, sans savoir alors que la maladie n'était pas transmissible entre hommes. Ils prirent le risque de contaminer leur propre famille, mais grâce à une alimentation essentiellement légumineuse, ils protégèrent mon enfant jusqu'à mon retour. Ces gens-là firent de même avec la plupart des nouveau-nés et des orphelins.
La vie au village ne fut plus jamais la même. Des maisons de misère furent détruites, et les lois reconsidérées. L'esclavage n'a plus sa place ici. Nous nous efforçons d'ailleurs de servir d'exemple aux autres provinces. Il marqua une pause en se massant les tempes. Une horloge sonna 22 heures sans que personne ne prononçât un seul mot. J'ai participé à des chasses, j'ai kidnappé des gens. Ma fortune s'est bâtie sur le sang d'un peuple. Pourtant ces femmes et hommes ont protégé les miens. Je sais que certains me haïssent encore. Je sais que je n'ai pas mérité cette chance. Mais je suis ici, et j'essaye à présent de faire de mon mieux pour réparer mes torts. Le vieil homme se tut. Son fils vint lui poser une main sur l'épaule et déposa un baiser sur son front. « Allons, papa, tu as le courage de reconnaître et de raconter ton histoire. C'est déjà plus que la plupart des gens. De plus, depuis que je suis enfant, je t'ai toujours vu essayer de faire le bien autour de toi. L'important reste de ne pas avoir gâché cette seconde chance. » La nuit fut douce. Mon lit était douillet comme le nid d'un oiseau. Au matin, nous prîmes un petit déjeuner légèrement cramé. Je remercia mes hôtes, qui me conseillèrent fortement de prendre le train de la plaine qui conduisait au col de la montagne. Un endroit unique, semblait-il. La cuisinière me confia un pot de confiture de cerises, mal refermé, qui s'ouvrit dans mon sac. Le fils m'offrit une sorte de polaire en laine de mouton, car la belle saison commençait à s'éloigner. Enfin, le baron me conduisit à la gare d'Aume, en calèche. Les rails recouverts d'herbes sauvages et de rosiers s'étalaient tranquillement sur les bords du quai. Le train ne passe plus ici si souvent depuis que le commerce a chuté, et c'est une bonne chose. Adieu, jeune homme, vivez bien et saisissez votre chance. Il s'éloigna de sa démarche élégante. Sa canne marqua des coups sur le béton. Ce bonhomme me rappelait, dans une autre mesure, le capitaine. Chapitre 10. Le train du col.